Tirer sa révérence à l'âge de 54 ans. Qui était l'homme? La réponse en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Plus de 150 000 candidats répartis dans 394 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national se sont penchés ce mercredi sur les anticipés de philosophie. Ils avaient le choix sur 3 épreuves. Au lycée John Fitzgerald Kennedy et Blaise Diagne, les surveillants soulignent qu'aucune irrégularité n'a été enregistrée. Les candidats trouvent les sujets abordables malgré les perturbations qui ont secoué l'année scolaire. Justement, il faut dire que ces épreuves anticipées de philosophie ont failli être boycottées par les enseignants grévistes. Toutefois, la médiation de maître Alioune Badara Cissé a permis de sauver les meubles. Ababacar Sadir Top a fait le tour de quelques centres d'examen. Regardez. John Kennedy. Les candidats sont plongés dans leur réflexion philosophique comme le veut la discipline. L'épreuve se déroule avec quiétude. Aucune perturbation n'est constatée. Nous avons fait de notre mieux pour une bonne organisation de l'épreuve d'anticipé de philosophie. Nous avons préparé les salles, la veille, numéroté les salles. Nous avons 40 salles qui accueillent les candidats. Les surveillants sont sur place depuis le matin. Donc, nous avons dans chaque salle de classe 3 surveillants au moins. Et les candidats ont démarré et je pense que ça se passe bien. Le superviseur des 3 jurys que compte le centre est optimiste quant à l'issue finale de l'épreuve. Après 2 heures ou 3 heures de réflexion, les candidats sortent un à un. Pour ce jeune scientifique de 16 ans, l'épreuve était abordable. Les sujets portaient sur l'introduction à la philosophie et la liberté, les 2 sujets de dissertation. Ils avaient dit dans les journaux qu'on avait besoin de culture générale. Bon, on dirait que ça a bien servi. Il n'était pas trop dur. Pour les littéraires, c'est aussi le même son de cloche. Les perturbations au cours de l'année scolaire n'ont pas eu raison sur leur travail. C'était un peu abordable. Peut-être on a tout fait. On a fait philosophie, art et liberté. C'est ça qui est sorti. Moi, j'ai pris le sujet numéro 2 qui parlait de l'art et de la raison. Je peux bien dire que c'était aussi un peu à ma portée. Je trouve que l'épreuve a été abordable. On a fait ce qu'on devait faire. Il y a 3 sujets, 2 dissertations et un commentaire. J'ai choisi le sujet 2 qui parlait de l'art. Est-ce que l'art et la raison peuvent être associés? Au lycée John Kennedy et Blaise Diagne, l'anticipé de philosophie s'est bien déroulé. Surveillants, professeurs, chefs de centre et candidats s'accordent là-dessus. À l'image de ces grands centres, espérons qu'il en soit de même sur l'étendue du territoire national. La COSYDEP a profité des épreuves anticipées de philosophie pour faire le point sur la crise qui mine le système éducatif. Le président du conseil d'administration de la dite organisation appelle le gouvernement et les syndicats d'enseignants à se retrouver autour de l'essentiel afin de sauver l'année scolaire en cours. La COSYDEP invite aussi l'État à abandonner les ponctions sur les salaires des enseignants et les réquisitions. Mansour Sow nous en dit un peu plus. Fidèle à son credo, la COSYDEP appelle les acteurs de l'éducation à un dialogue pour une solution durable. L'éducation nationale continue ainsi d'être le nœud gordien des problèmes sociaux du pays. D'ailleurs, c'est dans cette optique que la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique demande à l'État d'être plus élastique. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait de l'autorité dans un pays, mais considérant le contexte, nous avons demandé au gouvernement, pour donner une chance justement à tous les efforts qui sont faits pour sortir l'école sénégalaise de cette ornière, d'arrêter les réquisitions, d'arrêter les ponctions qui sont faites sur les salaires, pour ouvrir un espace qui est possible de dialogue. Pourtant, cette situation qui sévit dans l'éducation nationale était prévisible. Le président du conseil d'administration de la COSYDEP ne manque pas de faire la genèse des problèmes. Nous nous adressons aux syndicats aussi, nous faisons appel à eux au sens du dépassement et nous avons eu des réponses positives, je l'ai dit tantôt, de ce point de vue-là, pour leur demander d'arrêter les mouvements de grève actuellement et eux aussi de donner une chance à ce qu'on puisse résoudre ces questions-là qui, même si on trouve la solution, laisse entière les
besoin que nous avons de refonder, de restructurer l'école sénégalaise et d'en faire quelque chose de viable. Cette année scolaire a été marquée par des tiraillements entre enseignants et gouvernement. Malgré l'intervention des religieux, des régulateurs sociaux et même du médiateur de la République, la crise est toujours latente. D'ailleurs, les anticipés de philosophie ont été sauvés de justesse. Je vous l'annonçais en début d'édition, le ministre de l'Intérieur compte rationaliser les partis politiques, une décision bien accueillie par les acteurs politiques et leaders de la société civile. Le porte-parole de la Ligue démocratique est convaincu que cette opération doit commencer par un renouvellement obligatoire des instances internes des partis politiques. Le coordonnateur de l'ONG 3D, pour sa part, demande un durcissement des règles de création des formations politiques. C'est un travail de Code Ndjaye. La rationalisation des partis politiques annoncée dans la nouvelle constitution tend vers une matérialisation. Le ministre de l'Intérieur en a en tout cas annoncé la couleur, une initiative saluée par acteurs politiques et leaders de la société civile. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous sommes parfaitement d'accord avec cette idée de rationalisation et de modernisation des partis politiques, parce que nous estimons qu'il y a trop de partis politiques au Sénégal, plus de 250 partis politiques, pour une population électorale de moins de 2 millions. Déjà la loi qui est là, même si elle est désuète, la loi de 81-05, qu'on commence à l'appliquer. C'est-à-dire exiger des partis politiques à se conformer à la loi qui régit actuellement les partis politiques en soumettant leur rapport financier, leur bilan financier avant le 31 janvier de chaque année. Participation obligatoire aux différentes élections, exigence de renouvellement des instances dans les partis politiques, entre autres propositions émises par le porte-parole de la LD. Les partis politiques doivent tenir régulièrement leurs instances nationales, par exemple des congrès. Il y a des partis, depuis qu'ils ont été créés, ils n'ont pas tenu de congrès. Informer le ministre de l'Intérieur de leurs obligations, de leurs entrées financières et de leurs sorties financières également. Demander aux partis politiques de se présenter à ces élections-là et fixer un pourcentage. Pour le directeur exécutif de l'ONG 3D, la création de partis politiques ne doit pas être aussi facile, mais également la loi sur l'état financier des partis politiques doit être réactivée. Il faudrait corser les conditions de création de partis politiques. Par exemple, en imposant un certain nombre de signatures au moment de la création du parti à un minimum. On doit corser sans rendre impossible la création de partis politiques. Ensuite, les partis politiques qui sont déclarés doivent aller aux élections ou être dissous. Toutefois, nos interlocuteurs s'accordent sur le fait que toutes ces décisions doivent être prises en concertation avec les différents acteurs concernés. Code Ndjaye et les syndicats aussi sont dans la ligne de mire du ministre de l'Intérieur du fait de leur nombre jugé pléthorique. Abdoulaye Daouda Diallo veut régulariser ce secteur. Le président du conseil d'administration de la COSIDEP salue cette démarche du gouvernement. Toutefois, Moustapha Mbaye soutient que cette mesure de la tutelle ne doit pas se transformer en une volonté de nuire à certains syndicats. Moussa Mbaye plutôt est interrogé par notre reporter. Nous avons besoin d'une organisation dans notre société. Il y a beaucoup de talent au Sénégal, il y a beaucoup d'énergie. Nous avons des textes qui sont souvent très bien faits, de bons projets, mais le système des acteurs souvent nous cause du tort et nous empêche d'avancer. Donc c'est un souci que tout le monde partage et nous pensons effectivement, aussi bien au niveau des partis politiques que des autres formes de structures, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Et la gouvernance associative impose que les gens respectent un certain nombre de normes, de faire leur assemblée générale, de donner leur bilan financier pour que tout se passe dans la transparence. Maintenant, c'est une exigence qui n'est pas seulement pour les partis politiques ou pour les organisations syndicales, c'est pour tous les acteurs, y compris au niveau de l'État. Donc, ce que nous pouvons espérer, c'est que ces mesures dont on parle soient gérées dans le sens d'une véritable administration et ne soient pas simplement quelque chose qui est mis en place de façon ponctuelle pour causer des difficultés à un groupe d'acteurs.
Politique toujours, l'Union des indépendants du Sénégal contre la libération de Karim Wade. Selon ce parti politique, il serait injuste que l'ancien ministre d'État soit libéré sans que des preuves solides sur son innocence ne soient présentées aux Sénégalais. L'organisation faisait face à la presse pour décrier le caractère jugé scandaleux de la démarche des dirigeants du pays sur l'affaire Karim Wade. Son leader appelle les forces vives de la nation et autres responsables à se démarquer de cette posture adoptée par les autorités du pays. Les précisions d'Elhadj Moussa Bey. Au menu de leurs échanges, il s'est principalement agi de donner une position relative à la libération de Karim Wade. L'Union des indépendants du Sénégal, UNIS, n'est pas prête à gober la pilule de la démarche du président Sall pour matérialiser le processus. Elle joue aux sentinelles. Avec tous les moyens médiatiques, juridiques qu'il a déployés, il a été condamné. Donc c'est une affaire judiciaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, subitement, il n'y a sans qu'il n'y ait une seule justification pour le libérer, que l'on veuille faire accepter aux Sénégalais sa libération? Il faut noter que jusque-là, le pouvoir, ou en tout cas ceux qui plaident pour sa libération, il n'y a pas une seule raison, une seule justification avancée pour la libération de Karim Wade. Pour le coordonnateur de l'UNIS, si Macky Sall veut arrêter la traque, il n'a qu'à s'adresser aux citoyens plutôt que de faire dans des compromis. S'il a des informations, s'il pense que le procès a été injuste, s'il pense qu'il veut abandonner le processus de lutte contre les biens mal acquis et que pour ce faire, il doit libérer Karim Wade, il faut qu'il ait le courage de se présenter devant les Sénégalais pour nous dire voilà les raisons X, Y, Z pour lesquelles je voudrais libérer Karim Wade. Sous l'angle de la grâce présidentielle ou l'amnistie pour Karim Wade, l'organisation estime que le cas n'est pas traitable. Cette théorie de il a eu une bonne conduite ne tient pas. C'est vraiment l'extrême. Ce n'est pas vrai. Je conteste la juridiction, je vous amène en France, je ne rends pas l'argent. Tout ce que vous dites est faux. On n'est pas dans un cas qui est même éligible à une considération sous l'angle de la grâce, à plus forte raison d'amnistie. Devant l'injustice courante comme quoi Karim Wade est le seul à être poursuivi, l'Union des indépendants du Sénégal estime que la réponse ne réside pas dans sa libération, mais plutôt dans la poursuite de la traque. En voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit des jeunes du CEDEPS de Pikine. Ils sont en désaccord avec les mutations intervenues au sein de leur structure. Le nouveau directeur sera bientôt installé dans ses fonctions. Ces jeunes regrettent le départ de Abdoulaye Gueye, ancien patron du CEDEPS de la localité. Ils souhaitent poursuivre la collaboration avec ce dernier. Par conséquent, ils interpellent le chef de l'État afin que leur désormais ancien directeur soit rétabli au plus vite. Elhadj Mboro Gueye réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. S'il y a une période qui fait vraiment l'affaire de certains oustaz, c'est bien le mois du Ramadan. Force est de noter qu'il est difficile de se promener dans Dakar et environ sans voir une conférence. Dans les chaînes de télévision, c'est une course contre la montre. Chacun veut avoir son temps d'antenne. C'est Dieu lui-même qui a dit que c'est un mois de promotion et les conférences sont organisées pour gagner des points. Le mois de Ramadan est un mois béni, un mois de rappel, de spiritualité, c'est un mois pour faire aussi de bonnes actions et d'œuvres sociales. C'est pour amasser des fonds pour construire la mosquée de la cité. Les oustas déclarent d'habitude qu'on ne peut pas payer la transmission d'une connaissance religieuse. Toutefois, ils reçoivent parfois des cadeaux au cours des conférences. Mais ce ne sont pas tous les religieux qui ont un tel comportement. Certains d'entre eux ne demandent et n'exigent rien. Il y a des prêcheurs qui fixent leur prix et c'est pas banni, mais Tafsir Abdourahmane Gaye et moi, nous demandons rien et les associations ne nous démentiront pas. Les femmes réunies souvent en association ou daïra préparent aussi bien le mois du Ramadan en général et les conférences religieuses en particulier. Elles prennent souvent toute une année pour préparer leur conférence qui doit se tenir en ce mois béni. Le Ramadan est-il dès lors devenu un fonds de commerce pour certains? Prenons aux hommes politiques juste pour avoir leur soutien. On se cotise aussi, on a des soutiens de l'extérieur. C'est un prétexte, je peux dire, parce que c'est un mois de dévotion. Il y a des personnes qui, pendant les périodes
de Ramadan. Elles font ainsi des cotisations durant toute l'année et le jour J, non seulement elles sont toutes en tenue hôtesse, mais aussi rien n'est de trop pour se faire remarquer. Or, argent, rien n'est oublié par les bonnes dames qui vont même jusqu'à distribuer des billets pour le pèlerinage à la Mecque. C'est pas du folklore, c'est du Coran, récital de Coran. Toutes les femmes sont en uniforme, on ne choisit pas les tissus chers. Parfois, quelqu'un peut être touché par la qualité de la prêche et vous offre une grosse somme ou même un billet pour la Mecque. Cependant, au-delà de cette constance découlant des enseignements coraniques, la pluralité des prêcheurs reste une question d'interprétation. D'autres parlent d'abstention en se contentant du peu qu'ils reçoivent, mais ce qui est à bannir dans le rapport prêcheur-association, c'est la fixation des prix, avec toutes les faveurs qui vont avec pour l'animation d'une conférence. Vous venez de suivre l'élément de Aïssatou Diop Tall qui revenait sur les conférences religieuses animées par les organisations religieuses ou daïra à l'intention de la communauté musulmane. Vous l'avez compris, une activité qui marche bien pour les prédicateurs. Intéressons-nous à présent à l'alimentation des fidèles. Beaucoup de personnes essaient de se rattraper à l'heure de la rupture du jeûne. Elles ne font pas très souvent attention au contenu des assiettes. L'idée est de se rassasier. Le docteur Marie-Louise Diène, diététicienne, déconseille une alimentation trop grasse, trop salée et pauvre en fibres. Selon elle, il faut privilégier les sucres lents. N'est-ce pas, Fatou Bintou Diagne? La manière de s'alimenter est pratiquement modifiée. Durant le ramadan, on alterne entre abstinence la journée et excès alimentaire la nuit. Avant tout, je jël tandarma. Après, je tout café. À la rupture, donc, je prends des dattes et un peu de café chaud, mais c'est après la prière de Guévé que je vais dîner et je mange à ma faim. Je bois également beaucoup. Un peu, hein. On ne mange pas durant toute la journée, donc on est obligé de se rattraper. Quand on jeûne, on peut satisfaire toutes nos envies. Et la rupture, je préfère prendre du pain, des jambons et le reste, ça passe. Je trouve que c'est assez normal parce que déjà le fait de jeûner toute une journée, ce n'est pas facile. Maintenant, on est obligé de faire ça. Ouais, voilà quoi. L'alimentation est beaucoup plus riche en sucre et en graisse et pauvre en fibres, ce qui est déconseillé. Mais c'est l'abus donc qui n'est pas recommandé. Il faut faire très attention. Il faut consommer du sucre pour un apport en sucre rapide parce que nous avons passé toute une journée et nos réserves sont épuisées. Il faut sustenter l'organisme en prenant un peu de sucre rapide, mais pas beaucoup. Manger moins gras, donc ça va aider pour la digestion parce que c'est le soir, quand vous mangez gras, vous pouvez avoir des problèmes par rapport à la digestion, vous pouvez avoir des lourdeurs d'estomac, vous pouvez avoir des brûlures d'estomac et tout, une digestion lente et ça c'est pas... De l'avis de cette nutritionniste, il faut juste équilibrer l'alimentation. Essayer de trouver dans notre menu ou dans notre assiette vraiment tous les différents nutriments. Il faut tout le temps la garniture, l'aliment de base, qui peut être donc à base de glucides, donc un apport en sucre lent, donc qui peut être des céréales, qui peut être des pâtes alimentaires, ça peut être aussi des légumes secs, lentilles, petits pois, etc., haricots. Et maintenant, il faut toujours aussi dans l'alimentation qu'il y ait des légumes. Il faut également dans l'alimentation qu'il y ait une source de protéines, donc une source de viande ou de poisson, ou bien d'œufs, ou bien de crustacés, crevettes, etc. Donc tout ça, donc ça doit entrer dans le cadre de la structuration du repas. Évitez de manger trop gras, trop sucré ou trop salé pour ne pas fatiguer l'organisme. Privilégiez les sucres lents et les aliments riches en fibres et essentiels. Et surtout, boire beaucoup d'eau. Bon appétit si vous êtes à table. Et de deux, les jeunes du CEDEPS de Pikine sont en désaccord avec les mutations intervenues au sein de leur structure. Le nouveau directeur sera bientôt installé dans ses fonctions. Ces jeunes regrettent le départ d'Abdoulaye Gueye, ancien patron du CEDEPS de la localité. Ils souhaitent poursuivre la collaboration avec ce dernier. Par conséquent, ils interpellent le chef de l'État afin que leur désormais ancien directeur soit rétabli au plus vite. Elhadj Mor Gueye, cette fois bien, réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. C'est une situation qui nous indigne. C'est un regret, c'est une désolation, c'est un sentiment d'amertume
que toute la jeunesse de Pékin éprouve pour la personne et le déplacement éventuel de la personne de M. Abdoulaye Gueye. On a entendu dire qu'il va passer le service, c'est-à-dire faire une passation de service d'ici plus ou moins 48 heures. C'est une situation qui nous désole, c'est un sentiment de regret qui nous anime. Nous voulons vraiment rester avec l'inspecteur départemental de la jeunesse, à savoir la personne de M. Abdoulaye Gueye, pour continuer de travailler avec lui ce que nous avons déjà germé. Il nous a en moins de quelques mois donné, je ne dirais pas un zen, mais il nous a préparé psychologiquement à être des leaders, à être des personnes sur qui le département de Pékin pourra compter. Avec lui, je dis qu'il y a un très grand regain d'espoir qui s'est installé et on aimerait mieux, on demande au président de la République, avec la solennité du mois de Ramadan, de nous laisser avec ce monsieur Abdoulaye Gueye pour qu'il puisse continuer à accompagner la jeunesse et la population de Pékin. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la commune de Toubacouta. Le poste de santé de la localité est en état de dégradation avancée. Sur place, des bâtiments menacent ruine. Le personnel fait défaut. À cela s'ajoute le manque de formation et un plateau médical très faible. Autant de maux dont souffrent les habitants de Toubacouta. Et pourtant, la structure sanitaire est dotée d'équipements haut de gamme. C'est un reportage d'Ibrahim Fall. Les milliers de personnes qui vivent dans cette localité sont bien accueillis et bien traités dans ce poste de santé. Une structure qui n'a rien à envier aux autres situés dans les villages environnants en termes de matériel. Nous sommes un poste un peu choisi parmi les autres parce qu'il y a ici le tourisme. On profite de ce grand avantage pour avoir des partenaires qui nous accompagnent sur le plan des médicaments, sur le plan matériel. Auparavant, peut-être nous en avions, mais on peut le conjuguer au passé parce que grâce aux partenaires, nous avons des partenaires. Elle est en Hollande, elle nous a doté d'une importante lot en matériel. Bien que gâté par des matériels, ce poste constitue un danger permanent pour les patients avec un bâtiment qui menace ruine. Le logement de l'ICP reste vraiment défectueux. D'ici peu même, avec l'hivernage qui vient, ce serait vraiment très dangereux de mettre là-bas sa famille et tout ça. Il est obligé de déménager. La maternité est un peu vétuste, les locaux sont un peu, je peux dire, délabrés. Il y a l'approche de l'hivernage. Donc si nous pouvions avoir une aide en reconstruction de matériel, ça sera vraiment la bienvenue. L'autre préoccupation majeure de ces médecins, c'est le nombre insuffisant de personnel soignant, mais également la formation qui fait défaut. Peut-être nous sollicitons, comme je vous ai dit tantôt, parmi les matériels, il y a un appareil d'échographie. Il y a l'échographie, on a un matériel d'échographie, donc du coup le matériel est là. Si j'ai une demande à faire, c'est qu'on m'aide à faire une formation en écho. Nous avons ici un cabinet dentaire, une salle d'échographie, qu'on ne peut pas trouver dans n'importe quel poste. Nous avons un matériel de haute gamme, un cabinet dentaire, un fauteuil dentaire, mais on n'a pas un dentiste pour pouvoir gérer cet avantage. Le poste de santé de Toubacouta rencontre des problèmes liés au manque de médicaments. La rupture de médicaments notée parfois à Dakar se fait sentir jusque dans cette zone qui dépend de la subvention de l'État. Notre dossier du jour s'intéresse au Khoy, une science de divination des saltigués où des hommes et femmes dépositaires de pouvoirs mystiques font de grandes révélations sur l'avenir du pays, des hommes et personnalités publiques, entre autres. Aujourd'hui, cette pratique est exclusivement réservée aux initiés de plus en plus médiatisés. Quel regard la religion porte-t-elle sur le Khoy? Quelles appréciations les populations ont-elles de ce rituel? Prennent-elles pour argent comptant toutes les prédictions des saltigués? Éléments de réponse avec Lustina Saya. Depuis maintenant quelques années, les Sénégalais ont découvert les Khoy, cérémonies de divination où les hommes et les femmes dépositaires de pouvoirs mystiques prédisent l'avenir du pays. Une pratique peu comprise par les populations non sérères. Les saltigués ne font pas de prédictions pour que cela arrive, mais c'est des prédictions donc qu'ils font parce qu'ils l'ont vu la nuit
quand ils côtoient le souffle puissant de leurs esprits. Maintenant, ils annoncent des événements. Et parfois, ils n'ont pas un pouvoir d'action même, certains, sur ces événements. Maintenant, il se peut maintenant qu'entre-temps, un autre saltigui ou bien un yalpangol, c'est-à-dire les prêtres des esprits traditionnels, puissent encore agir pour au moins arrêter cet événement malheureux qui devait s'abattre. Parce que c'est ça l'objet du Khoy. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent faire un appel au secours à de grands savants qui ne sont pas maintenant autorisés à parler au Khoy, mais qui sont capables quand même d'intervenir pour arrêter un événement. Vrai ou faux, réel ou mystique, islam ou coutume, ces interrogations n'intéressent point ces enseignants rencontrés. Pour eux, l'affaire est claire dans leur tête. Ils ne croient pas aux prédictions des saltigués. Je ne crois pas à ces prédictions dans la mesure où, de un, je suis un musulman et que notre religion refute cela. De deux, pour moi, je juge que c'est pas crédible. Bon, c'est des suppositions et des hallucinations même, je peux dire, j'ose dire. C'est pourquoi, avec tout ce qu'ils prédisent là, bon, je ne crois pas. Bien vrai que c'est des choses que nous avons retrouvées ici. Bon, des fois, il s'arrive à tomber, à avoir une raison. Des fois, c'est le hasard. Voilà, moi, je n'y crois pas. Souvent, ce qu'ils prédisent peut être avéré. C'est confirmé par le cours normal des choses. Mais ce que je déplore, qui fait que je peux émettre quelques doutes, c'est qu'il y a toujours une dimension approximative par rapport à la magie, notamment à cette part de la magie qu'on pourrait appeler la magie blanche. C'est-à-dire on essaie de prédire, de prévoir les phénomènes pour pouvoir mieux agir sur eux. J'y crois, mais juste, je le réitère, en partie. Ces pratiques divinatoires qui ont une dimension secrète sont bannies par l'islam, même si l'Afrique a ses réalités, qui le plus souvent prend le dessus sur la religion. En ce qui concerne les Khoy, s'il s'agit de prédire des choses qui ne sont pas encore réalisées, l'islam par rapport à cela, le prophète avait dit le prophète a dit que si vous croyez aux prédicateurs et vous confirmez ce qu'ils disent, vous avez renié ce qui a été descendu sur le prophète. C'est vrai.